d'essayer de faire un peu la synthèse sur la prise en charge de l'endométriose. Là, c'est simplement pour vous montrer ce qu'on a essayé de construire à Cochin, hein, autour de l'endométriose. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un service exclusivement orientation chirurgicale. Et puis, donc, on a beaucoup développé la procréation médicalement assistée, l'endocrinologie gynécologique, une équipe chirurgicale multidisciplinaire, bon, puis de la recherche aussi, d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut pas être le gynécologue classique comme on l'entendait il y a une quinzaine d'années qui peut prendre en charge correctement une endométriose tout seul. Alors, on va d'abord parler donc du diagnostic en voyant quel est le problème du diagnostic, pourquoi il y a un problème diagnostique, quelles sont les conséquences et comment on peut, de façon un petit peu plus moderne, faire le diagnostic aujourd'hui. Et puis on verra dans la deuxième partie une synthèse sur le traitement. Alors c'est quoi le problème du diagnostic? C'est qu'il y a un délai diagnostique qui est long. Parce qu'en fait, on ne pense pas assez tôt à l'endométriose. Et on va voir comment est-ce qu'on peut raccourcir ce délai. C'est observé ça dans tous les pays du monde, quel que soit le système de santé. Vous voyez que le délai donc est entre 3 et 10 ans et qu'il faudrait donc trouver des solutions pour réduire ce délai parce qu'il est plus court chez les patientes qui consultent pour infertilité, mais 10 ans pour les patientes qui entre 20 ans et 30 ans ont des douleurs, c'est un impact sur leur qualité de vie qui est important. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que d'abord, les gens ne pensent pas à l'endométriose, il y a des faux diagnostics, et puis les gens, donc, d'une certaine façon, s'habituent à la douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endométriose, c'est une maladie qui est liée à la menstruation. Alors la menstruation n'explique pas tout, mais la menstruation, elle débute à l'adolescence. Et donc vous voyez que dans 70% des cas, si vous interrogez correctement les patientes, eh bien vous voyez que les signes sont apparus entre 15 et 20 ans. Et plus la maladie commence tôt, plus le diagnostic finalement est compliqué parce que les gens n'y pensent pas, et plus le nombre de médecins qu'il est nécessaire de consulter pour le faire le diagnostic est important. Et là donc on a un papier qu'on a fait dans le service avec Anne-Élodie Milicher, c'est une de nos radiologues, où on a fait chez les femmes un peu sélectionnées, c'est-à-dire c'est des adolescentes qui ont donc une dysménorrhée sévère qui résistent au traitement antalgique habituel. Et donc vous voyez que donc on a 308 patientes et aujourd'hui tout le monde est d'accord pour la fiabilité de l'échographie vaginale ou de l'IRM sur les signes en imagerie d'endométriose. Eh bien vous voyez que dans une population sélectionnée de jeunes femmes qui ont moins de 20 ans, qui ont des dysménorrhées sévères, qui résistent au traitement, vous trouvez des signes d'endométriose à l'IRM. D'accord? Il y a un autre papier qui a été fait donc en Italie, chez Madame Exacoustos, qui par contre a pris une population d'adolescentes qui venaient en consultation pour pas forcément donc des douleurs, et le pourcentage qu'elle a trouvé est un pourcentage de 6 à 7%. Ça veut dire que tout dépend à qui vous faites les imageries. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que 40% des adolescentes ont de l'endométriose. C'est 40% des adolescentes qui consultent parce qu'elles ont des règles trop douloureuses. Et ce qui est très important, et ça va être la deuxième partie de notre travail avec Pietro, on a été impressionné de voir que vous avez 11% de ces adolescentes qui ont de l'adénomiose. D'accord? Donc, ils peuvent expliquer, et on voit de plus en plus de mamans, moi, qui m'amènent leurs filles avec des règles donc un peu hémorragiques, des règles douloureuses. Eh bien, quand vous faites des IRM, eh bien, vous trouvez 11% d'adénomiose. Et les localisations, vous voyez que de l'endométriose donc chez ces jeunes filles de moins de 20 ans, eh bien, il y a des endométriomes ovariens, hein, dans 20% des cas. Donc là, ça pose le problème de la fertilité de ces patientes qui vont vouloir un bébé dans 15 ans après, hein. Et puis, on trouve aussi des lésions d'endométriose profonde. Et les lésions d'endométriose profonde, heureusement, je dirais, localisées au torus, au ligament utérosacré et un petit peu donc au vagin. Et on n'a que 4 patientes finalement sur 300, hein, donc ça fait 1% de femmes qui ont, enfin de jeunes filles qui ont une atteinte du recto-sigmoïde, et on n'a pas eu d'atteinte dans cette série au niveau du tractus urologique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi ce diagnostic est si compliqué? Eh bien, c'est simplement parce que le maître symptôme de l'endométriose, c'est la douleur. On met un peu à part l'infertilité. C'est une femme qui vient par infertilité, même si le gynécologue n'est pas branché endométriose, il va faire des investigations. D'accord? On va voir après comment il faut les faire. Et donc, le problème pour le gynécologue, c'est de rattacher cette douleur à l'endométriose. Et c'est pas parce que vous avez une femme et que vous avez mal au ventre que c'est forcément un problème gynécologique. Et c'est pas parce que c'est un problème gynécologique que c'est forcément l'endométriose. Or, toutes ces femmes viennent pour douleur. D'accord? Donc c'est ça qui est difficile.
Et donc vous voyez que donc cette douleur, elle est excessivement polymorphe. Hein, c'est pas que la dysménorrhée, c'est pas que la dysparodie, c'est pas que les douleurs chroniques. Vous pouvez avoir des associations qui sont très variables les unes aux autres. Et d'autre part, il y a aussi d'authentiques endométrioses qui, dans 10% des cas, sont asymptomatiques. Les plus embêtantes, c'est lesquelles? C'est les atteintes urétérales. Parce que vous n'avez pas forcément de colique néphrétique, vous n'avez pas d'hématurie, vous n'avez pas de colique néphrétique, etc. Et il y a une sténose de l'urtère avec une dilatation des cavités pyélocalicielles. Et 20% des jeunes femmes dans notre série ont perdu leur rein. Donc on fait le diagnostic beaucoup trop tard. L'autre problème pour lequel il y a des difficultés diagnostiques, c'est que cette endométriose, elle est associée à d'autres maladies qui sont elles-mêmes responsables de douleurs, particulièrement les fibromyalgies, le syndrome du côlon irritable et la cystite interstitielle. Et donc là, vous voyez que par exemple, là, le risque de fibromyalgie, hein, dans la population générale est de 1,5. Il est 3 fois plus important chez les femmes qui ont une endométriose sans atteinte profonde. Et il est 7 fois plus important s'il y a une lésion profonde. Eh bien, moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a 5-6 ans, je ne m'occupais pas de la fibromyalgie. C'est pas si simple que ça à diagnostiquer. Si vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas. Et on a quelqu'un, nous, dans le service, qui s'en occupe, c'est monsieur Paul Marzouk. Et donc, je lui envoie ces patientes et on va les traiter de façon concomitante. C'est-à-dire qu'elles ont un problème de fibromyalgie et elles ont effectivement une endométriose. Mais si vous traitez que l'endométriose, cette femme aura toujours sa dysparodie d'intromission, aura toujours ses douleurs vulvaires, etc. Mais si vous ne lui demandez pas, elle ne vous le dira pas. Même chose pour la cystite interstitielle, vous voyez que le risque est augmenté d'entre 3 et 4 fois. Et très important, le syndrome du côlon irritable. Vous avez des récepteurs, les femmes, elles ont des problèmes de transit dans l'endométriose parce qu'il y a des récepteurs à la progestérone et à l'œstrogène sur le tube digestif. Hein, on dit les femmes sont de mauvais poil quand elles ont leurs règles. Faut être honnête, c'est vrai. Hein, non, mais quand même, faut qu'il y ait au moins quelque chose d'important de dit ce soir. Bon, mais pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a des récepteurs, enfin les femmes ont des récepteurs dans le cerveau au progestérone et aux œstrogènes, et avec les fluctuations du taux hormonal, vous avez des variations de l'humeur. C'est pareil avec les seins qui gonflent au moment des règles, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes digestifs. Et donc elles vont avoir donc des troubles du transit, des ballonnements, etc. Et vous voyez que ça c'est important parce que c'est dans 30% des cas un autre ratio à 5 pour les femmes endométriosiques. Mais c'est sûr que si vous ne prenez pas de façon concomitante la prise en charge de ce syndrome du côlon irritable, eh ben, elle va continuer à ne pas être satisfaite. D'accord? Et c'est d'autant plus important que c'est observé aussi chez les femmes qui ont une endométriose, mais sans atteinte digestive. D'accord? Donc ça, il faut y penser. Et donc nous, on ne gère plus du tout les patients de la même façon qu'il y a 5 ou 6 ans parce qu'on prend compte, c'est plus fréquent la fibromyalgie et c'est plus fréquent le syndrome du côlon irritable. Pourquoi c'est important, ces comorbidités? C'est parce que donc les femmes qui ont des comorbidités, elles ont plus souvent des douleurs, elles ont la moyenne, l'intensité des douleurs est plus importante sur les 24 dernières heures, sur le dernier mois, et surtout la durée de la douleur par jour est plus importante. Et ça, c'est une question que vous devez poser à la patiente pour apprécier l'impact, le retentissement qu'elle a sur sa vie quotidienne. Et vous voyez que moi, c'est une question que je ne posais pas il y a 5 ans. Hein, c'est des papiers qui viennent de sortir, hein, il y a 6 mois. La durée algique pour la patiente sur une journée a un impact sur sa vie familiale et domestique, son activité professionnelle, sa place dans la société. Pourquoi c'est difficile? Donc il y a le problème de la douleur, des douleurs associées qui sont non gynécologiques, et l'endométriose, c'est un terme générique. Et sous le terme d'endométriose, vous avez plusieurs maladies, ou en tout cas plusieurs phénotypes. Vous avez les lésions superficielles, les endométriomes et les lésions profondes. Et par exemple, l'endométriose superficielle, il y a très peu de publications faites sur l'endométriose superficielle. Donc il y en a 2 ou 3. Donc, il y en a une qui a été faite ici. Et donc vous voyez qu'on a opéré des femmes. On sait qu'elles n'ont pas l'endométriose, on les a opérées pour des fibromes, des kystes dermoïdes, enfin peu importe. On a fait une célioscopie, elles n'ont pas l'endométriose. Et des femmes qu'on a opérées pour douleur ou infertilité, et on a vu l'endométriose qu'on a biopsiée, donc on a une preuve histologique de l'endométriose superficielle. Et bien vous voyez que cette endométriose superficielle, elle est responsable d'infertilité et elle est responsable de douleur. Donc cette endométriose superficielle, qu'on ne sait pas très bien diagnostiquer à la radio, il faut être honnête, hein, agit sur la douleur. L'autre lésion qui est la plus fréquente des lésions d'endométriose, c'est l'endométriome ovarien. Ça, c'est la thèse de Pietro, il a vieilli, hein, ça fait 10 ans. Hein.
où on avait regardé pour les endométriomes ovariens les symptômes douloureux, dyspareunie, dysménorrhée, etc. Et on avait regardé donc l'intensité si elle était supérieure ou égale à 7. Eh bien, vous voyez que pour chaque symptôme, si la douleur est supérieure ou égale à 7, ça veut dire qu'il y a une lésion d'endométriose profonde associée. Ça, c'est un message très important pour vous sur le plan de votre pratique quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endométriome, qui est facile à diagnostiquer à l'échographie, il n'y a pas besoin d'être un échographiste très chevronné, d'accord? Qui est douloureux, ça doit être synonyme pour vous d'endométriose profonde jusqu'à preuve du contraire. C'est la partie visible de l'iceberg. Hein? S'il faut retenir, c'est que l'ovaire n'est pas douloureux. L'ovaire, il est douloureux dans quelques circonstances. Quand vous avez un kyste hémorragique, quand vous avez une torsion. Et pourquoi on ne diagnostique pas les cancers de l'ovaire? Parce que vous pouvez avoir une masse ovarienne de 5, 6, 7 cm et les gens n'ont pas de douleur. L'ovaire, quand on regarde les papiers, enfin l'anatomie, c'est peu ou pas innervé. D'accord? Donc un ovaire douloureux, c'est une endométriose profonde, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est là où c'est très compliqué dans la pratique quotidienne parce que les gens opèrent la patiente parce qu'ils ont trouvé un kyste, donc ils vont lui faire sa kystectomie, et bien elle aura toujours autant mal. Or, même si vous êtes le meilleur chirurgien du monde, la récidive de l'endométriome ovarien, c'est entre 10 et 18-20% des cas. Donc elle va récidiver. Donc on va la réopérer, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait? On détruit sa réserve ovarienne. Et après, quand vous voudrez faire une fille après 3 chirurgies, elle n'aura jamais de bébé. D'accord? C'est difficile aussi parce qu'il y a aussi une forme particulière d'endométriose qui pour nous est fondamentale. Hein, vous en avez parlé là tout à l'heure avec Mathilde et Chloé sur la stratégie de prise en charge, c'est l'adénomiose. Et l'adénomiose, quand moi j'ai été étudiant en médecine, c'est-à-dire il y a 2 jours, l'adénomiose c'était une maladie de la femme âgée à qui on faisait une hystérectomie sur les pièces anapathes. D'accord? Or aujourd'hui on sait avec l'IRM, ou l'échographie vaginale, que vous voyez que dans ces 2 séries qui ont été faites à peu près en même temps, chez monsieur Petraglia en Italie avec l'échographie vaginale, la moyenne d'âge est 24 ans. D'accord? Chez nous, la moyenne d'âge est de 30 ans et on avait fait des IRM. Vous avez de l'adénomiose chez 30% des femmes. Donc là, il y a 30% des femmes qui ont de l'adénomiose. Ça ne veut pas dire qu'il y a 30% des femmes qui vont avoir des problèmes. Mais quand vous consultez, une femme sur 3 a de l'adénomiose. Et ça change tout. D'accord? Pourquoi? Parce que l'adénomiose, elle entraîne les hémorragies. Quand une femme a une endométriose et qu'elle saigne, c'est pas l'endométriose qui est responsable des hémorragies. C'est l'adénomiose. C'est responsable aussi, bon ben ça, donc vous allez entendre parler pendant tout le DU d'infertilité avec un impact sur les résultats de la PMA, un impact sur les protocoles de PMA. Bon ben ça, on va vous expliquer tout ça. Et ça joue aussi sur la douleur. C'est-à-dire que quand vous opérez une femme qui a une endométriose profonde, vous regardez le score de dysménorrhée, de dyspareunie, donc vous voyez la différence entre la colonne de gauche et la colonne de droite, c'est que les femmes qui ont une endométriose profonde sans adénomiose, elles vont avoir une diminution très significative de la douleur parce que vous avez enlevé la lésion qui est responsable de la douleur, c'est la lésion d'endométriose profonde. Mais si elle a une endométriose profonde et une adénomiose, ben après l'opération, même si vous avez fait la résection digestive, elle aura toujours son utérus. Donc elle aura toujours ses hémorragies, et elle aura toujours mal. Donc c'est là où on va vous montrer dans la deuxième partie qu'il faut reconsidérer. Et nous, il y a une dizaine d'années, on était très fiers d'aller dans les congrès, présenter des vidéos, des films, des résultats sur la cystectomie partielle, la résection intestinale, on est les plus beaux, on est les plus forts. On s'en fout, ça c'est de la technique. Il faut apprendre à le faire, c'est notre job de chirurgien. Maintenant, la seule chose qui nous obsède dans l'équipe, c'est l'endométriome. Quelle que soit votre qualité chirurgicale, vous opérez un ovaire, il y a un impact sur la fertilité, enfin sur la réserve ovarienne, et l'adénomiose. Et tout le raisonnement qu'on a maintenant depuis 4-5 ans tourne autour de ces 2 lésions qui, l'une s'opère peu ou pas, et l'autre, il faut l'opérer le moins possible. C'est emmerdant pour nous, hein, les chirurgiens. Bon. Et donc, vous voyez que donc, il y a 30% d'adénomiose. Là, on va pas faire. Il y a un cours sur l'adénomiose spécifique? Oui. Bon, d'accord. Donc, voilà. Donc, vous avez parlé des formes diffuses et focales. Hein, donc, c'est pas la même maladie. C'est pas les mêmes patients. Donc, si on vous l'a dit, je reviens pas là-dessus. Donc, quelles sont les conséquences de cette difficulté diagnostique? Eh bien, les conséquences, c'est que vous avez un impact qui est colossal sur la vie professionnelle, sur la vie sociale, sur la vie relationnelle, sur la vie physique, en fait, sur le bien-être de la patiente.
Ça a un impact majeur sur la sexualité. Hein. Il y a des couples qui se séparent à cause de l'endométriose, etc. Hein. C'est des femmes qui ne peuvent pas avoir une vie sexuelle normale. Et donc, non seulement au départ c'est un problème personnel, l'endométriose, c'est la maladie de la patiente, mais ça retentit sur son couple, ça retentit sur sa famille, ça retentit sur son boulot, et en fait ça devient un problème quasi de société. Et une des raisons pour lesquelles il faut faire le diagnostic précoce, c'est que plus vous prenez de temps pour faire le diagnostic, il va y avoir un impact de la douleur pelvienne au niveau du système nerveux central. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent la central sensitization. Ils ont fait des IRM, et vous voyez qu'il y a des modifications à l'IRM du cerveau, des modifications de la composition du liquide céphalorachidien chez les femmes qui ont une endométriose. Et c'est pas en faisant des célioscopies à répétition que vous allez traiter cette central sensitization. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle s'installe. Et éviter qu'elle s'installe, ça veut dire faire le diagnostic tôt et donner un bon traitement. Alors, comment on peut faire? Donc, on a réfléchi un petit peu donc, dans le service et on a essayé d'être simple. C'est-à-dire que le premier temps de l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. Hein. Avant de sauter sur vos patientes pour les examiner, posez les bonnes questions. Et on a réfléchi sur l'interrogatoire des patients. Donc, c'est un article donc, qui est sorti donc, il y a l'année dernière dans Lancet. Et donc, on a une base de données où on pose plein de questions aux patientes qu'on opère, etc. Et donc, on a fait donc des analyses statistiques, mathématiques, etc. Et donc, ces variables-là sont sorties de façon significative. On a fait un modèle mathématique et on a fait un score. D'accord? Et quand vous regardez ce score et la classification des patientes, vous voyez que c'est très intéressant. Parce que vous posez 4 et 3, 4 et 4, 8 questions. Et donc, si le score est faible, inférieur à 11, ben vous voyez que c'est des femmes qui n'ont pas d'endométriose, elles sont bien classées à 85%. Et si elles ont une endométriose, c'est-à-dire à plus de 25, c'est-à-dire plus le score est élevé, plus le risque d'endométriose est grand, eh bien, elles sont aussi classées à 84% dans le bon groupe. Ça, c'est quand même assez simple et ça coûte pas cher. Il suffit de poser les bonnes questions. Le problème de ce score, c'est que il y a 4 paramètres qui sont la douleur. Bon, et l'interrogatoire de la douleur, c'est très subjectif quand même. Ça va dépendre de la façon dont le médecin va poser les questions, dont la patiente va avoir envie de répondre ou pas. Interroger les femmes sur leur sexualité, etc., c'est pas si simple. Il faut créer un climat de confiance, etc. Donc on s'est dit, on ne peut pas laisser la moitié du score sur des paramètres aussi subjectifs. Et on avait fait une étude il y a quelques années. On avait comparé les symptômes à Paris, dans l'Europe de l'Ouest, en Russie et en Chine. Eh bien, culturellement parlant, les Russes et les Françaises avaient à peu près les mêmes scores. Par contre, les Chinoises, elles ne se plaignent pas. T'as mal? Non. Non, 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 t'as pas mal. C'est comme ça. Bon. Oui, ben si vous faites notre score, vous passez à côté du diagnostic. D'accord? Moi, quand on a fait beaucoup d'enseignements avec Pietro, donc dans le Maghreb, notamment donc en Algérie, quand on allait en Algérie il y a 10, 15 ans, on faisait que des topos sur l'infertilité. Parce que les femmes dans ces pays-là ne se plaignaient pas de leur sexualité. Aujourd'hui, on fait des topos sur la douleur, sur la dyspareunie, etc. Donc, on voulait donc essayer donc de court-circuiter ce problème qui était un peu trop pour les patientes donc caucasiennes donc de l'Europe de l'Ouest. Et donc, on a fait un score plus simple qui repose, vous voyez, c'est quand même, est-ce que vous avez des antécédents familiaux d'endométriose? Est-ce que vous avez une infertilité primaire? Là, on va regarder avec Mathilde s'il y a une différence chez les endométriosiques qui ont déjà eu un bébé ou pas. Le BMI, est-ce qu'il y a des cycles qui sont courts? Et est-ce que c'est quand même la clé de l'endométriose, c'est les règles? Est-ce que vous avez une syménorrhée supérieure ou égale à 7? C'est quand même pas compliqué. Prenez pas la photo maintenant, il y a encore 3 petits trucs qui vont apparaître. Je vous surveille de loin là, vous. Donc même chose, on a fait notre modèle mathématique. Et vous voyez qu'avec ces 5 questions, on a exactement les mêmes résultats. Là, vous pouvez prendre la photo. 86% des contrôles ont un score inférieur ou égal à 7 et 24, quand le score est supérieur ou égal à 24, les 83%, 78% des patients sont bien classés. C'est simple et c'est pas cher ce truc-là. D'accord? Et donc vous voyez que plus le score augmente, plus le risque d'endométriose est élevé. D'accord? Alors, moi je ne sais pas comment on faisait un score en médecine. Donc là, on a calculé le score, c'est ce qu'on appelle la validation interne. C'est-à-dire que sur la population, on a tiré au sort
2 tiers des patientes. Et on a calculé le score, comme je vous l'ai dit, avec le modèle mathématique. Et on l'a validé sur l'autre tiers des patientes. Vous voyez que les courbes sont exactement les mêmes. D'accord? Et là où c'est c'est fort, mais on a pu valider sur la population sur laquelle on avait travaillé il y a quelques années en Russie, et on a exactement la même présentation. Donc ça veut dire que c'est fiable. Je ne dis pas que c'est que ça, mais c'est un instrument donc, qui est simple, qui est pas cher, et qui vous permet de vous orienter grandement. Donc les forces de ce score, c'est le nombre de patients. Il y a plus de 1000 patientes dans chaque groupe. Toutes les patientes ont eu soit une exploration chirurgicale qui a montré qu'il n'y avait pas de lésion macroscopiquement visible d'endométriose, ou alors il y a une preuve histologique. On a tenu compte, c'était recueilli prospectivement, on a tenu compte des phénotypes, et à ma connaissance, c'est le seul score il y a des scores qui ont une validation interne, mais qui ont une validation externe. Et là, depuis, on a reçu 2 demandes, une d'Allemagne et une des Philippines, je crois, pour donc voir s'ils pouvaient tester notre score, etc. Il faut qu'on réponde et qu'on dise oui pour savoir si effectivement c'est transposable. Donc, avec le simple questionnaire, finalement, c'est même pas, c'est 5 questions. À 85%, vous savez si la femme a endométriosique. Ça veut dire que vous allez sélectionner, en posant quelques questions, les patients qui sont à risque d'endométriose. Et la deuxième chose qui est excessivement donc importante, et ça c'est la révolution des 10-15 dernières années, hein, c'est les possibilités de l'imagerie. Donc, l'imagerie, essentiellement l'échographie vaginale et l'échographie et l'IRM, l'échographie par voie transrectale, à mon avis, n'est pas indispensable. Et qu'est-ce que vous allez faire avec l'imagerie? Eh bien, vous allez faire le diagnostic de l'endométriose. Vous allez connaître le phénotype. Le problème, c'est l'endométriose superficielle. D'accord? Vous allez savoir si elle a de l'adénomiose. Et vous allez connaître la cartographie des lésions et le sous-type d'adénomiose, si c'est focal ou si c'est diffus. On pourrait parler de l'examen clinique, c'est pas avec votre petit doigt, là, au toucher vaginal, que vous allez faire la cartographie des lésions. On examine de moins en moins les patients. Quand elles viennent déjà, elles ont déjà examiné 15 fois. Donc, vous posez les bonnes questions et vous faites une imagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas gérer correctement l'endométriose sans travailler, sans être vous-même, hein, mais moi je ne sais pas faire une échographie, avec un radiologue ou une équipe de radiologues compétents. C'est juste plus possible. D'accord? Et il y a des patientes qui viennent avec une échographie, on lui dit c'est pas possible que vous me racontiez ce que vous me racontez et que vous ayez cette échographie, donc on la refait. L'IRM, il y a tellement d'IRM qui sont mal interprétés, donc on prend le CD et on les relit. Ça leur évite de repayer une IRM. Et on leur montre le nouveau compte rendu. D'accord? Donc, ça c'est pour donc vous. Il y a plein de papiers maintenant de méta-analyses qui sortent pour montrer la fiabilité de l'échographie et de l'IRM dans le diagnostic non chirurgical de l'endométriose. Donc on est en train de changer. On a été élevé, enfin ma génération, le diagnostic de l'endométriose est chirurgical. Il faut une preuve histologique. Eh bien aujourd'hui, en travaillant sur l'interrogatoire, c'est-à-dire sur la clinique, et donc il y a 100 ans, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Holster qui a dit, posez les bonnes questions à vos patients, ils vous donneront le diagnostic. C'est juste vrai. Mais encore faut-il savoir quelles questions faut poser. D'accord? Et deuxièmement, la possibilité donc de l'imagerie, c'est-à-dire qu'on est passé d'un diagnostic chirurgical à un diagnostic non chirurgical. Et les conséquences de ça, elles sont juste monstrueuses. Elles sont essentielles parce que c'est plus la peine de faire une célioscopie pour faire le diagnostic. Et d'ailleurs, en plus de ça, les lésions profondes sous le péritoine, c'est pas avec votre célioscopie que vous allez faire le diagnostic. Vous êtes dans le péritoine, les lésions elles sont en dessous. Et vous allez voir que ça va changer de tout à tout le traitement de la maladie. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Parce qu'un test diagnostic pour une maladie qui touche 15% des patients de la population féminine, ça doit être idéalement dans le domaine de l'endométriose, ou gratuit ou pas cher. Le dépistage du cancer du col, c'est le frottis. C'est simple, c'est pas cher, il n'y a pas besoin d'être professeur de médecine pour faire un frottis, c'est rapidement analysable, c'est rentable et il n'y a pas de faux négatifs. Si vous avez un moyen de diagnostic, de dépistage qui vous coûte 500 €, ça ne sert à rien, c'est pas possible. D'accord? Deux, si on se centre sur l'endométriose, eh bien, il faut avoir une cartographie des lésions, parce que pour le chirurgien, c'est pas en opérant qu'il faut découvrir les lésions. Nous, quand on va au bloc, on sait ce qu'on va faire.
Pourquoi c'est important? D'abord, il faut savoir ce qu'on va faire. Mais surtout, c'est que la patiente, de temps en temps, les chirurgies, elles sont lourdes. Et elle peut refuser ces chirurgies. Il y a des jeunes femmes de 25 ans qui ne veulent pas la résection intestinale. Elles ont le droit. Mais ce n'est pas au bloc opératoire qu'il faut le découvrir. D'accord? Il faut phénotyper les lésions. Aujourd'hui, il ne faut plus parler d'endométriose, il faut parler d'endométriose superficielle, plus ou moins endométriome, plus ou moins endométriose profond, plus ou moins adénomiome. Et si possible, si vous avez une stratégie diagnostique, qu'elle ait un impact pronostique ou thérapeutique. D'accord? Donc, c'est le jour ou la nuit. Et donc, voilà, on a résumé ça là-dessus. Le diagnostic, maintenant, repose sur la collaboration entre un gynécologue et le radiologue. Donc maintenant, le traitement moderne. Et vous allez voir que le traitement, il a complètement changé. En tout cas, nous, on pense qu'il a complètement changé. Ça dérange un peu des gens, mais c'est pas grave. Et une des raisons, c'est les modifications des possibilités diagnostiques. Alors, voilà comment a été traité dans le temps, dans la majorité des cas, les endométrioses. Vous faites un diagnostic célioscopique. Il me faut la preuve histologique. Je vous signale que cette femme n'a pas de cancer et n'en aura pas à cause de l'endométriose. Il y a 1% des kystes de l'ovaire qui sont suspects. Donc, si vous avez un doute sur le kyste de l'ovaire, vous opérez votre malade. C'est-à-dire qu'il y en a quand même 99% que vous n'avez pas besoin d'opérer pour faire le diagnostic. Okay? Comme vous êtes là pour faire le diagnostic qui ne sert à rien en célioscopie, ben vous opérez la malade. Plus ou moins, vous lui donnez un traitement médical. On a vu que le bilan étant pas bien fait, les femmes ont toujours mal. Donc on les réopère, et on fait la PMA à la fin du process. Quand la femme est plus âgée, et quand la femme a eu plusieurs opérations. Donc souvent un impact sur sa réserve ovarienne. Nous, on est intimement convaincus qu'il faut changer ça. Parce que d'abord, il ne faut plus opérer pour faire le diagnostic, et il ne faut pas que cette femme ait des opérations à répétition. J'en ai vu une cette semaine, je crois qu'elle avait été opérée 10 fois. Elle va toujours pas bien. Hein. Donc la chirurgie était souvent proposée comme l'option thérapeutique de première intention. Alors quelles sont les options que vous avez pour traiter l'endométriose? Vous avez premièrement le traitement hormonal, 2 la chirurgie, 3 l'AMP. Les problèmes que vous avez à régler, c'est quoi? C'est la douleur, les saignements si c'est l'adénomiose et l'infertilité. Donc le traitement hormonal, il est efficace sur la douleur. Il est intéressant sur les hémorragies. Par contre, il est contre-indiqué dans l'infertilité parce qu'ils sont tous contraceptifs. La chirurgie, il faut être honnête, ça soulage les patients, ça donne 30 à 40% de chances de grossesse et ça traite le saignement. Si vous faites une hystérectomie, une endométrectomie, etc. D'accord? Et la FIV a une indication élective dans l'infertilité. Alors, si on essaie de regarder honnêtement les résultats, et pas avec un parti pris de chirurgien. Quand vous regardez, bon, on vous a pris cette méta-analyse-là, il y en a d'autres. Quand vous opérez les endométriomes ovariens, là, il y a je sais pas combien, il y a 12 études dans la méta-analyse, vous diminuez dans 40% des cas la réserve ovarienne, a fortiori si c'est des endométriomes bilatéraux, ce qui est le cas, je crois, dans 20% des cas. Deuxièmement, on a vu que la chirurgie, elle était mal faite. Ça, c'est un travail qui nous a fait froid dans le dos, qu'on a fait il y a donc une petite dizaine d'années, où on a vu que plus les femmes avaient été opérées d'endométriose, plus la maladie était grave. C'est-à-dire que plus les femmes avaient été opérées, plus elles avaient de nodules d'endométriose profonde. C'est-à-dire que plus vous opérez la maladie, vous opérez la patiente, plus ça aggrave la maladie. L'autre hypothèse, si vous êtes honnête intellectuellement, c'est peut-être que les autres opérations n'ont pas été bien faites. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on opère la pathologie annexielle, mais on laisse les nodules, et donc les femmes sont opérées, réopérées, et arrivent en 2, 3e, 4e intention, les formes graves avec 2 ou 3 nodules digestifs, plus une atteinte urétérale, plus une atteinte de la vessie. D'accord? Donc c'est pas la chirurgie qui aggrave la maladie. Ça, c'est pas vrai. C'est le chirurgien qui n'a pas fait son boulot correctement. On dit qu'il faut les opérer parce que c'est une maladie progressive. D'abord, qui l'a démontré? Personne. D'accord? Ça arrange bien les chirurgiens. Hein? Donc ça, c'est les résultats d'une équipe, c'est l'équipe d'Horace Roman à Bordeaux, qui est très chirurgicale. Et ils ont fait donc un papier qui est très honnête. C'est-à-dire qu'ils
ça prouve que déjà, les chirurgiens n'opèrent pas toutes les malades, puisqu'il fait un papier où il compare 2 IRM à 38 mois de différence qui n'ont pas été opérés. Dans les congrès, ils vous parlent que de chirurgie, mais c'est pas grave. Et donc, ces résultats sont intéressants. Il a montré que dans 30% des cas, il y avait une progression. Moi, je préfère lire que dans 70% des cas, c'est stable ou ça ne progresse pas. D'accord? Et la deuxième partie du travail qui est très intéressante, c'est ça. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas de traitement hormonal aménoréique, effectivement, il y a une progression. Si vous donnez un traitement hormonal qui n'entraîne pas d'aménorrhée, si vous ne donnez pas de traitement du tout, ou si vous donnez un traitement qui maintient les règles, ça progresse. Par contre, dans leur papier, les femmes qui étaient sous traitement bloquant sans menstruation n'avaient pas de progression des lésions. Quand vous prenez ce résultat en considération, vous dites ça aux patients, elles vont vous écouter. Hein. D'accord? Et vous allez voir que c'est une arme monstrueuse dans la stratégie thérapeutique pour les patients. Quelles sont les limites et les risques de la chirurgie? Bon, il faut être honnête, les complications, c'est l'atteinte de la réserve ovarienne. Et même si vous travaillez bien, hein, dans les bonnes publications, dans les services honnêtes, et chez nous c'est comme ça, vous avez 10% de complications graves si vous faites la chirurgie de l'endométriose profonde. Il faut bon, et c'est des femmes qui ont 30 ans, qui ont un risque de fistule recto-vaginale, qui ont des risques donc de dysfonctionnement vésical. C'est une chirurgie qui est compliquée. Il y a un taux important de récidive. Et pourquoi? C'est normal puisque la maladie, elle vient avec la menstruation. D'accord? Donc si vous ne donnez pas de traitement médical post-opératoire, vous allez augmenter votre risque de récidive. On y reviendra. Comme tout en chirurgie, mais particulièrement dans les cas compliqués, le rôle du chirurgien et sa compétence est essentiel. 30% des femmes ont de l'adénomiose associée. La chirurgie d'adénomiose, c'est juste compliqué. Et si elles veulent des enfants, c'est juste pas possible. D'accord? Donc déjà, il y a déjà 30% des femmes sur lesquelles, globalement, il faut vraiment se poser la question si une place à la chirurgie. D'accord? C'est une maladie inflammatoire. Hein? Donc, le traitement médical, en vous bloquant la menstruation, il traite l'inflammation. C'est pour ça que les femmes sont soulagées. C'est pas parce qu'elles n'ont pas de menstruation, c'est parce qu'elles n'ont pas d'inflammation. Et le bénéfice de la chirurgie, c'est que quand vous traitez les lésions, c'est pas le fait d'enlever le kyste, à mon avis, qui est le plus important. C'est qu'en enlevant les lésions, vous enlevez l'inflammation. Et c'est pour ça que les grossesses, elles surviennent rapidement après la chirurgie. C'est-à-dire que vous traitez l'inflammation peut-être plus que la lésion, vous restaurez un environnement qui est propice à la chirurgie, à la fécondation, sans inflammation, et la femme est enceinte rapidement. C'est juste important, vous allez voir, dans la stratégie. Le problème de la douleur et de la central sensitization, on en a parlé. Le traitement chirurgical, si vous êtes honnête, il ne traite pas la cause. C'est quoi la cause de la maladie? C'est que les femmes qui ont un endomètre, elles ont un endométriose, pardon, elles ont un endomètre pathologique. Ça, c'est démontré depuis 15 ou 30 ans. D'accord? Donc, si vous enlevez votre kyste ou votre lésion dans l'intestin, elle a toujours le même endomètre. Hein. Ah oui, mais moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fait froid dans le dos. Mais avant, on ne savait pas tout ça. Hein. Ou enfin, on ne l'avait pas intégré. D'accord? Et d'autre part, on va voir qu'il y a des alternatives à la chirurgie aussi, avec de bons résultats que sont les traitements médicaux et que sont l'AMP. Et ce qui est dur, c'est de faire la synthèse de tout ça. Et donc, on avait publié cette phrase-là, hein, même si la chirurgie vous permet de faire une exérèse totale, vous éradiquez complètement les lésions, eh bien, vous ne traitez pas la maladie sous-jacente. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les opérer. On va voir qu'il y a plein d'indications à la chirurgie. Mais pas n'importe comment et pas n'importe quand. Maintenant, le traitement médical. Pour être honnête, vous avez les pilules classiques, les progestatifs, les analogues. Maintenant, sont en train d'arriver les antagonistes. Il y a un premier papier qui est sorti dans le Lancet aux États-Unis. Ça va venir dans les 2-3 ans qui viennent, donc en France. Globalement, ils ont une efficacité qui est comparable. Hein. Le problème, c'est le coût et les effets secondaires. Donc, on aura tendance à prescrire de première intention les pilules ou les progestatifs. En France, on était très pilule, on est en train d'en revenir. Hein, et c'est vrai que le Dinogest marche très bien, hein, qui est une molécule qui était fabriquée pour l'endométriose. Et puis de deuxième intention, les analogues ou plus tard les antagonistes. Et c'est ça qui a changé avec le diagnostic. C'est qu'avant, les recommandations des sociétés savantes, c'est qu'il fallait une preuve histologique.
Et aujourd'hui, vous avez des sociétés, donc, et ils ont sorti une nouvelle mise au point à l'Échereux, la World Society of Endometriosis, la société donc américaine, canadienne et anglaise ont écrit noir sur blanc qu'on pouvait instaurer un traitement médical chez une femme qui avait une endométriose sans preuve histologique. D'accord? Vous allez voir que ça change tout. Autre élément qui est important à prendre en considération, c'est ce travail, donc c'est un ami, Garcia Velasco à Madrid. Oui, c'est un papier qui date de près de 20 ans et qui nous a complètement changé le management des patients. C'est pas une étude prospective randomisée, c'est pas tiré au sort, c'est pas tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'il n'y a que 140 patientes contre 63. Il a démontré que vous pouvez parfaitement faire une FIV sans enlever les endométriomes ovariens avec les mêmes chances de grossesse. Il y a des papiers qui changent la pratique clinique. Ça, c'est un papier Princeps. Donc nous, on a eu l'idée, avec Pietro, Chloé et Mathilde, de faire la même chose sur les endométrioses profonds. Pourquoi? Parce que les femmes, on a un énorme recrutement d'endométriose profonde, donc on a des chirurgies compliquées, longues, difficiles, 10% de complications, souvent des femmes de seconde intention, et avec des endométriomes ovariens associés. Et donc on avait fait un premier papier où on avait regardé les résultats de la PMA selon que la patiente avait été opérée ou pas déjà de son endométrio. Donc on a refait le papier de Garcia Velasco. D'accord. Et donc on sait que ces femmes ont de l'endométriose profonde parce qu'on a un bon bilan radiologique. Donc c'est incontestable. Eh bien vous regardez donc les résultats, vous voyez donc ça, donc c'est Chloé qui a publié ça donc il y a 2 ans. 228 patientes, 440 cycles, les femmes qui ont une endométriose intestinale dans un bon service d'AMP, c'est là où vous devez non seulement avoir un bon radiologue, mais un bon laboratoire et une bonne équipe de médecins de la reproduction. 45% des femmes sont enceintes après 4 cycles. Donc quand vous dites à une jeune femme de 30 ans que le traitement médical marche bien, est-ce qu'elle veut une fille avec 45% de chance de grossesse et après un bébé, et puis reprendre le traitement médical, ou avoir, avec les mêmes chances de grossesse, une chirurgie lourde avec 10% de complications? Elle choisit très vite. D'accord? Mais si le gars il est chirurgien dans sa clinique et qu'il n'a pas de centre de FIV, il va jamais dire ces résultats-là à la patiente. Donc elle ne peut pas choisir. Et on a fait un deuxième papier qui, à mon avis, est plus intéressant sur le plan scientifique, enfin plus fort sur le plan scientifique. C'est toujours Chloé qui a publié ça l'année dernière, où on a pris une population très sélectionnée de patients. Donc moi, je préfère que dans les publications, on ait des publications homogènes, où il y a moins de patientes, mais où les résultats sont fiables. Là, vous voyez qu'on n'a que 100 patientes, on a beaucoup plus dans l'autre série. Vous voyez que le taux cumulatif de grossesse, il est, chez les femmes qui n'ont pas été opérées, il est de 64%. Et surtout dans cette population-là, vous avez 73% des femmes qui ont un endométriome, qu'on n'a pas plus opéré. Et ça, oui, c'est 101 femmes qui ont une endométriose digestive non opérée. Donc, il y en a 73% qui ont en plus un endométriome et 90% qui ont une adénomiose. Donc, le message, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire une FIV, quelle que soit la lésion, sans opérer la patiente. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des FIV à tout le monde non plus. Mais ça, c'est des données qui viennent d'être publiées, qui vont changer les choses. Vous allez voir, il va falloir 10 ans, mais ça va changer. Donc ça, c'était la thèse de Chloé, où on avait regardé quels étaient chez les femmes qui ont une endométriose les facteurs affectant de façon statistiquement significative après une analyse multivariée les résultats. Eh bien, il y a 2 paramètres à prendre en compte. C'est pas compliqué pour vous parce que ça, c'est la pratique quotidienne. Donc, il y a 2 questions à poser. Quelle est la réserve ovarienne, c'est-à-dire l'AMH et le compte folliculaire? C'est corrélé aux résultats. Moins votre réserve ovarienne sera bonne, moins les résultats de fertilité seront bons. Et 2, le fait que la femme ait été opérée. Ça veut dire que opérer une patiente d'une endométriose, c'est une décision excessivement lourde de conséquences. Donc, il y a des indications, mais il faut les poser au bon moment. Et puis bien la réaliser. Voilà, 2 questions. Boum, réserve ovarienne à J2, J3. Est-ce que vous avez déjà été opéré de l'endométriose? Et est-ce que vous avez déjà été opéré d'un endométriome? Vous avez fait le diagnostic en posant 5 questions. Ça va vite, hein? Donc, comment faire? En fait, il y a 2 contextes. La patiente, elle vient vous voir pour un problème de douleur et il n'y a pas de désir de grossesse, il n'y a pas d'infertilité.
D'accord? Eh bien, ça, c'est les nouvelles recommandations de l'ESHRE, de tout ce que vous voulez. C'est une indication au traitement médical de première intention. Pelvic pain, long term medical traitement. Et là, c'est ce que je vous disais, vous allez faire de façon progressive, pilule progestative d'inogeste, deuxième rang, les analogues. La question qu'on n'a pas encore résolue, c'est est-ce qu'à ces femmes-là, qui viennent pour une douleur, qui n'ont pas de désir de grossesse, il faut systématiquement leur proposer une préservation à fertilité. Alors je pense qu'en médecine, systématiquement, c'est pas bon. Il n'y a pas 100% des trucs qu'il faut faire. Bon, peut-être qu'il faut sélectionner en fonction, je sais pas, de la réserve ovarienne, de l'existence d'un endométriome, je sais pas. On n'a pas cette réponse-là. Et ce traitement médical, vous le prescrivez pour longtemps. Vous prenez cette option. La femme, elle a mal, vous allez la soulager avec son traitement médical, mais pas pour 2 mois. Vous allez lui donner ce traitement-là au long cours, et si ça marche, vous allez la surveiller par l'interrogatoire, l'examen clinique si c'est pas indispensable, et l'échographie. Si, parce qu'on a des hétérogénéités des récepteurs, vous essayez 1, 2, plusieurs traitements médicaux, ça ne marche pas, alors là, arrive l'heure de la chirurgie. D'accord? Mais cette chirurgie, pour être efficace, elle doit être complète. Et dans certains cas, ça nécessite un chirurgien digestif, un chirurgien gynécologue, dans certains cas un urologue, voire un chirurgien thoracique si une atteinte diaphragmatique ou pulmonaire, etc., etc. C'est pas forcément une petite intervention. Et ensuite, là, je pense qu'avant de les opérer, en tout cas c'est notre politique, on n'impose pas, mais on aborde la question de la préservation de la fertilité s'il y a un endométriome ovarien. Bon, s'il a 39 ans et qu'elle veut plus d'enfants, non. Mais une jeune femme qu'on va opérer d'une endométriose sévère, qui a un endométriome ovarien à 25 ans, on va lui en parler. Et puis elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord. Et quand vous l'avez traité, eh bien vous lui donnez un traitement médical post-opératoire. C'est pour ça que vous avez des dizaines de papiers qui montrent très clairement que si vous donnez un traitement médical post-opératoire, vous diminuez les récidives. Bien, autant commencer par le traitement médical. Parce que vous allez le donner après la chirurgie. D'accord? Et vous surveillez votre patient. Et si vraiment vous avez une récidive, ce que j'appelle une vraie récidive, c'est-à-dire vous avez le compte-rendu opératoire, le gars a bien décrit, il y a une exérèse qui vous semble complète, etc., ben avant de réopérer la patiente, essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver une autre option médicale. Donc ça, c'est la proposition de stratégie thérapeutique, vous voyez, dans laquelle la chirurgie a une place. C'est pas ça le problème, mais pas au même niveau. D'accord? Hein? C'est pas en dernier recours, c'est pourquoi aller opérer les gens si vous voulez les soulager avec un comprimé d'inogeste? Moi, je sais quand j'aurai mon cancer de la prostate, entre la prostatectomie et un petit comprimé, je prendrai la prostatectomie. Non. Bon, deuxième option, la, la patiente est dans un contexte de désir de grossesse. Donc là, il y a 2 questions à vous poser. La première question, donc désir de grossesse, alors on élimine le traitement médical. OK? Il est contraceptif. Donc la première question, c'est est-ce que je vais faire une FIV ou une chirurgie? Alors comment est-ce que vous allez choisir? On vous a résumé ça là-dessus. Pour être honnête, et c'est là où il faut travailler en collaboration avec la médecine de la reproduction, qui dit médecine de la reproduction dit des bons gynécologues comme Pietro et Chloé, Mathilde, mais dit aussi un bon labo. Sans labo, vous ne ferez rien. La fécondation, il faut quand même être honnête, c'est le labo qui l'a fait. Hein. Donc, sans bon labo, c'est pas possible. D'accord? Et donc, si vous êtes un bon chirurgien et si vous avez un bon labo, vous avez 30 à 40% de grossesse. Donc, c'est pas là-dessus que vous allez choisir entre les deux. Les limites de la chirurgie, on les a vues, c'est l'impact sur la réserve ovarienne, c'est les complications, c'est les chirurgies mal faites. Mais le gros avantage de la chirurgie, c'est que vous traitez la douleur. Et même si vous êtes un FIViste émérite comme Pietro, il ne traite pas la douleur en faisant une FIV. D'accord? Par contre, la FIV, finalement, il faut être honnête, il n'y a pas grand risque de complications importantes. Les infections, c'est à moins d'1%. Les grossesses multiples, vous n'avez qu'à transférer qu'un embryon. Nous, on ne transfère qu'un embryon, on n'a plus de grossesse multiple et on a les mêmes résultats. Donc, c'est à vous de bien travailler. Par contre, la grande limite, c'est que vous ne traitez pas la douleur. Mais c'est-à-dire que moi, je demande aux patientes, vous venez nous voir pour un problème de douleur, un problème de désir de grossesse, les deux, et si c'est les deux, c'est dans quel ordre? Et il y a des femmes qui vont vous dire, moi, ce que je veux avant tout, c'est un bébé, on verra la douleur après. Il faut prendre leur temps de les poser les questions.
D'accord? Par contre, l'énorme avantage de la FIV, et c'est là où je pense qu'on apporte une petite pierre à la prise en charge des malades, c'est que vous pouvez la faire avec d'excellents résultats, sans enlever les endométriomes et sans enlever les nodules profonds. D'accord? Deuxième question qu'il faut vous poser si cette femme veut un bébé, c'est est-ce qu'elle veut son bébé maintenant ou plus tard? C'est pas du tout pareil. D'accord? Pourquoi c'est pas du tout pareil? Parce que ça, c'est des papiers de Vercellini. C'est un type qui connaît très très bien l'endométriose à 1000 ans. Donc vous voyez, les taux cumulatifs de grossesse, après la chirurgie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous traitez l'inflammation. Donc vous restaurez un environnement compatible puisqu'il n'y a plus d'inflammation. Donc en gros, les grossesses, elles surviennent vite après la chirurgie. Si vous voyez où je veux en venir. Deuxièmement, vous voyez que quand la patiente va être enceinte dans l'année qui suit ou après, eh bien les grossesses sont moins bonnes. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des règles pendant 1 an. Et du coup, l'inflammation est revenue. Et donc, on l'a opérée et elle se retrouve dans un environnement qui est inflammatoire parce qu'elle a eu des cycles pendant 1 an. D'autre part, deuxième élément très fondamental de leur papier, c'est que la première chirurgie doit être la bonne. C'est-à-dire que les chances de grossesse sont meilleures. C'est tout ce qu'on a dit sur la chirurgie itérative, sur l'endométriome. Les taux de grossesse, qu'il y ait une infertilité ou pas, seront plus importantes après la première chirurgie qu'après chirurgie répétitive. Autre élément, c'est que c'est une évolution de la société, mais qu'on doit prendre en compte. Les femmes veulent leur bébé de plus en plus tard. En France, je crois que l'âge du premier bébé, c'est 31 ans. Donc la question qui va se poser pour vous la semaine prochaine dans votre cabinet, c'est j'ai une femme qui a une endométriose et qui a 25 ans, elle va vouloir son bébé 8 ans après. Eh bien, vous ne la gérerez pas de la même façon que si elle a 25 ans et qu'elle veut son bébé tout de suite. C'est des questions très simples, mais qui changent tout. Et là, il y a d'autre part donc 2 papiers qui ont montré que les résultats de la PMA étaient meilleurs si vous étiez amené à faire une PMA, si le délai entre la chirurgie et la PMA n'était pas trop long, en gros inférieur à 2 ans. Donc tout ça, si on essaye de faire la synthèse de tout ça, eh bien là aussi, on doit avoir une réflexion sur la stratégie. C'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir, rares seront les femmes qui ont une endométriose qui ne seront pas opérées. Le problème, c'est de savoir quel est le bon moment pour opérer la patiente. D'accord? Et idéalement, cette femme, elle naît avec son endomètre, elle va mourir avec. Donc, il faut considérer la femme dans ce que nous, on a appelé la vie endométriosique. Et l'idéal, c'est de faire le moins d'interventions chirurgicales possible. Et comment vous allez pouvoir limiter, diminuer le nombre de chirurgies? C'est grâce à l'efficacité du traitement médical. C'est pour ça qu'ici, on a une unité de gynécologues endocriniens qui connaissent bien mieux que nous les traitements hormonaux, les subtilités, comment changer les machins, adapter les traitements, etc. etc. Ce qui n'est pas notre travail avec Pietro ou moi, ce n'est pas nos compétences. Donc autour de la table, vous avez des gynéco-endocriniens, vous avez des chirurgiens, vous avez des médecins de la reproduction et vous avez des radiologues. C'est la deuxième diapo. D'accord? Donc, si on fait, on synthétise le fait que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Moi, j'ai pas compris ça il y a si longtemps que ça, je vous dis tout de suite. Hein. On était élevé dans le fait qu'il fallait enlever les trucs, etc., les kystes. 2, que vous pouvez faire un diagnostic qui est non chirurgical. 3, que les traitements médicaux sont efficaces sur la douleur. Alors, pas chez toutes les patientes. Que la FIV vous donne de très bons résultats si vous n'avez pas opéré la malade. 3, qu'il y a des risques importants quand même à la chirurgie. Et 4, c'est essentiel que les grossesses surviennent rapidement après la chirurgie. Eh bien, vous avez la solution. Quand est-ce qu'il faut opérer les malades? Il faut opérer les malades, pas du tout au moment où vous faites le diagnostic, mais au moment où les femmes veulent un bébé. D'accord? Donc vous voyez que le fait qu'on puisse faire un diagnostic non chirurgical, c'est juste révolutionnaire, non seulement dans le diagnostic, mais dans la prise en charge. D'accord? Donc on a essayé de proposer une synthèse de tout ça. Donc nous, la première question qu'on pose, c'est la réserve ovarienne. D'accord? Quel que soit l'âge. C'est pas compliqué. Compte folliculaire, dosage hormonaux. 2, cette femme n'a pas de cancer.
quels sont ses projets de grossesse, quel est son désir, quelles sont ses priorités, combien elle veut d'enfants, etc., etc. C'est fondamental. 2, ben évidemment, l'âge. Depuis quand elle veut un bébé? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'infertilité? Ce qu'on a dit, est-ce qu'elle a déjà été opérée? Est-ce qu'elle a mal? Et est-ce qu'à l'imagerie, il y a une adénomiose ou un endométriome? Nous, on prend notre décision là-dessus. C'est pas très compliqué. Hein. Eh ben, la chirurgie, c'est quoi? C'est des femmes qui ont une bonne réserve ovarienne. C'est-à-dire que si vous opérez quelqu'un, il faut que la patiente elle puisse avoir son bébé sous la couette. D'accord? Donc il faut qu'elle ait une bonne réserve ovarienne, il faut qu'elle ait des trompes qui soient perméables, un bon sperme, etc. Qu'elle soit d'accord avec la chirurgie, qui dans certains cas peut être lourde. 3, c'est plutôt des femmes jeunes qui cherchent à avoir un bébé depuis pas trop longtemps, qui, ça c'est évident, n'ont pas de facteur d'infertilité associé, sperme plus endométriose, FIV. Trompe bouchée plus endométriose, FIV après salpingectomie. Qui n'ont jamais été opérés, la première chirurgie doit être la bonne, qui ont mal, parce que ça vous allez faire d'une pierre deux coups, et idéalement, ça c'est un cas d'école, qui n'ont pas d'endométriome et pas d'adénomiome. Et les femmes à qui vous allez faire une FIV, c'est des femmes qui commencent à avoir une réserve ovarienne qui est plutôt diminuée, qui commence à diminuer. Des femmes qui acceptent la PMA, il y a des femmes qui ne veulent pas de PMA, hein, qui sont en général du coup plus âgées, qui ont une durée d'infertilité plus longue, qui ont d'autres facteurs d'infertilité, qui ont déjà été opérés, qui ont des endométriomes et de l'adénomiome. Donc vous voyez que le problème n'est pas d'opposer la chirurgie à la PMA. C'est juste deux groupes de patients qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Alors qu'avant, on les opérait toutes. Et puis on faisait la PMA et ça ne marche pas. Eh bien, là, vous avez deux groupes de population qui sont complètement différents et à qui vous allez proposer un traitement qui doit être en fait individualisé. Chaque patient doit avoir un traitement qui lui est propre. Donc, on revient sur notre flèche. On opère, on réopère, etc. Et on voulait changer ça. Eh bien, on a 3 solutions à vous proposer. La première, c'est je fais un diagnostic qui est non chirurgical. Interrogatoire, radio. La femme ne veut pas de bébé là. Donc je la mets sous traitement médical. La vraie question, c'est quand elle veut un bébé. Eh bien, vous arrêtez le traitement médical. Et puis peut-être qu'elle va être enceinte toute seule. On a des surprises, hein. Des femmes avec des lésions d'endométriose excessivement importantes qui sont enceintes spontanément. Et puis vous avez des femmes, elles ont une petite endométriose superficielle de rien du tout, elles n'ont pas de bébé. Donc, vous la laissez avoir son bébé. Et si elle n'y arrive pas avec un délai relativement raisonnable, si c'est une candidate à la chirurgie, à ce moment-là, vous allez l'opérer. C'est la diapo d'avant. Est-ce qu'elle est dans la cause? D'accord? À ce moment-là, vous êtes dans une bonne équipe de chirurgie. Une chirurgie qui est complète, évidemment, qui va conserver l'utérus. Et si jamais cette femme, après 1 an ou 18 mois, après une chirurgie faite au bon moment, correctement, elle n'a pas de bébé, vous ferez une fille. Mais elle aura été opérée qu'une fois. Donc elle aura plus de chances de grossesse à la ligne 2 en cumulant la chirurgie une fois et la RT qu'en cumulant la RT avec X chirurgie. La deuxième option qu'on peut proposer, c'est pour les femmes qui ont des lésions sévères, c'est-à-dire des lésions d'endométriose profondes, avec des atteintes rectales, peut-être multifocales, enfin les grosses chirurgies, plus ou moins les endométrios. Vous faites le diagnostic parce que vous avez fait une bonne radiologie, vous donnez le traitement médical, il marche, elle veut un bébé, mais elle ne veut pas de chirurgie. Eh bien, vous lui faites la FIV. 45% seront enceintes. Et vous la remettez sous traitement médical. Et moi, je peux vous dire, on a changé. J'ai plein d'endométriose digestive sous traitement médical qui vont très bien et que peut-être on n'opérera jamais. Et alors? On opérera la voisine. Troisième option. Vous voyez, plus on avance, moins il y a de rouge. Hein. Troisième option, c'est un truc à méditer pour les femmes qui, pour nous, ont de l'adénomiose. C'est-à-dire que vous faites le diagnostic non chirurgical, vous savez qu'elle a une adénomiose sévère. Le traitement médical, elle veut un bébé. Si vous l'opérez, vous allez laisser son utérus, elle aura toujours mal et elle aura ses hémorragies, c'est ce qu'on a dit. Donc vous lui faites la FIV avec les protocoles qu'on vous décrira. On a des protocoles spécialisés, les frisoles, etc. pour les femmes qui ont l'endométriose. Vous la remettez sous traitement médical, mais il y a un moment où c'est des femmes, elles sont enquiquinées depuis qu'elles ont 15 ans, et quand elles en ont 33, qu'elles ont leurs 2 enfants ou qu'elles veulent plus d'enfants, elles veulent plus prendre de médicaments. Donc là, vous allez les opérer,
Mais qu'est-ce que vous allez faire? Non seulement le traitement de l'endométriose, la résection digestive qu'elle acceptera, parce qu'elle a ses 2 enfants, et que ça fait 20 ans qu'elle en a marre, et vous lui ferez l'hystérectomie. Et elle vous dira merci. Et même elle vous la demande. Et moi, je ne faisais jamais, il y a 5 ou 6 ans, d'hystérectomie à des femmes de 33, 35 ans. Maintenant, on fait ça. Elles sont, leur vie change. Elles n'ont plus de traitement médical, elles ont plus mal, elles ont eu leur bébé, elles ont une sexualité normale, elles sont ravies. D'accord? Donc, vous voyez que c'est pas une opposition des techniques, c'est une collaboration. Et pour terminer, donc, on commence à réfléchir sur la préservation de la fertilité, ça va dans le sens de ce qu'on vous a dit. On a regardé quels étaient les résultats de la préservation de la fertilité. Et bien évidemment, vous aurez plus d'ovocytes chez les femmes que vous n'avez pas opérées antérieurement, notamment. Donc, la préservation de la fertilité se discute avant la chirurgie. D'accord? Alors, comment l'intégrer? Là, pour être honnête, on n'est pas très, on n'a pas complètement sérieux le problème, ça va évoluer. Soit la femme veut un désir de bébé immédiat, et c'est une indication de chirurgie. Ben, vous pouvez lui faire la préservation de la fertilité avant la chirurgie, a fortiori s'il y a des endométriomes ovariens, vous l'opérez. Si elle est enceinte, tant mieux. Si elle n'est pas enceinte et qu'il faut faire une PMA, vous avez les ovocytes avant. D'accord? Donc il faut avoir un centre qui vous permet de faire la préservation d'ovocytes. L'autre solution, ça c'est ce que fait Garcia Velasco en Espagne, ça marche très bien. L'autre solution, c'est madame a une endométriose, elle a un désir de grossesse qui est différé. Donc vous, alors ça je ne sais pas auquel femme il faut faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le tableau, à quelle femme il faut le faire, mais vous préservez les ovocytes, à nous de définir la population, et ensuite quand elle veut un bébé, ben, soit c'est une indication de chirurgie, et c'est la même chose qu'au-dessus, on l'opère, et si ça ne marche pas, on a les ovocytes d'avant, mais il peut y avoir 10 ans entre les deux. Donc vous allez faire une FIV à 35 ans avec des ovocytes de 25. Et si c'est plutôt une indication de FIV, eh ben vous ferez les FIV avec les ovocytes que vous avez vitrifiés. Bon, la question là, c'est de savoir dans le diagramme, dans la petite flèche violette, à quelle femme il faut le faire. La femme de 25 ans qui ne veut pas de bébé ou de 23 ans, on ne va pas le faire à toutes les femmes, c'est pas possible. D'accord? Donc, vous devez avoir un traitement qui est individualisé par patient. Le diagnostic, donc on l'a dit, est non chirurgical. Donc, révolution quant au diagnostic et révolution quant au traitement. La révolution quant au traitement, c'est que vous pouvez prescrire un traitement médical sans chirurgie. Donc, je crois que c'est la dernière diapositive. Le diagnostic est non chirurgical. Vous pouvez prescrire ce traitement médical sans preuve histologique. L'ART sans chirurgie. S'il n'y a pas de désir de grossesse, le traitement de première intention, c'est le traitement médical. Et il faut éviter les chirurgies inutiles et répétitives. Et ce concept, oui, qu'on vous a donné d'endométriosis live, c'est-à-dire que ces femmes, on ne peut pas tout dire en 1 heure, hein, ces femmes, elles ont cette endométriose, elles ont des profils immunitaires différents, hein, c'est-à-dire que l'endomètre se greffe après la régurgitation parce qu'il est différent de la femme qui n'a pas l'endométriose, mais aussi peut-être parce que la femme a un profil immunitaire qui est différent et qui ne détruit pas cet endomètre ectopique. Et toutes les femmes qui ont de l'endométriose ont des maladies auto-immunes, elles ont des thyroïdes, elles ont des lupus, elles ont des problèmes qu'il faut traiter aussi. Hein. Va se poser aussi le problème des traitements hormonaux substitutifs chez les femmes qui ont de l'endométriose, etc., etc., etc. Donc il y a le problème qui nous intéresse là aujourd'hui de la femme de 30 ans qui a de l'endométriose, mais en fait, il faut donc la prendre tout au long de sa vie, depuis l'adolescence, et vous allez voir que dans les 5 ans qui vont venir, on va avoir plein d'études qui vont sortir sur l'adolescence. Et peut-être qu'on va des choses qu'on ne suspecte pas aujourd'hui. Et puis on va aussi commencer à parler de l'endométriose chez la femme de 45 ans, etc., etc. Les traitements substitutifs. Voilà, je vous remercie. Oui, le, le test salivaire. Ah, oh, Pietro, le test salivaire. Non, alors, non, on a réfléchi au test salivaire. Non, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur c'est quoi ce que vous cherchez là? C'est pas un test diagnostique, c'est un test de dépistage. Donc déjà un test de dépistage, on l'a dit tout à l'heure, quels étaient les paramètres, notamment le coût. Là aujourd'hui, il est vendu 700 €
en Suisse. C'est juste pas possible. Bon. Et j'étais la semaine dernière à un congrès auquel participait le professeur Descamps, qui est à Angers, qui a travaillé dans cette étude. Bon. Et il a très clairement, il nous a donné sa diapositive, montré que si à l'imagerie il y avait un endométriome ou une endométriose profonde, il n'y a pas de place au test. Si il n'y a pas d'endométriome et il n'y a pas d'endométriose profonde, vous suspectez parce que vous avez fait un bon interrogatoire une endométriose, qu'est-ce que vous faites? Et qu'à l'imagerie, il n'y a rien. C'est pas très parlant. Vous faites ce qu'on appelle une prescription bloquant de l'ovulation pendant 3 mois. Mais s'il n'y a plus de douleur, c'est l'endométriose. Donc, finalement, ce qui est présenté comme un test diagnostique n'est pas un test diagnostique, et ça peut être intéressant dans une partie donc très limitée de patients pour lesquels la radiologie est négative, par un bon radiologue, et le test, enfin le blocage hormonal ne marche pas. Donc la place, à mon avis, va être très très limitée. Donc moi, je ne crois pas du tout à ce test à visée diagnostique. Par contre, bon, Pietro peut rentrer dans les détails, il y a plein d'erreurs méthodologiques sur le plan scientifique, etc. On n'est pas là pour critiquer, mais enfin, il y a quand même des trucs qui sont énormes. Hein, et on se demande quand même comment c'est passé dans certaines revues, Impact Factor 6 quand même. Hein. Je ne sais pas qui les a relus. On en parle, elles réclament en consultation, elles nous disent oui. Oui, non, mais vous leur dites ça, vous leur dites que ça marche pas. Faites une bonne radio, ça va vous coûter 120 €, et puis c'est tout. Et troisièmement, par contre, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on peut identifier des profils sanguins, salivaires, enfin, de molécules qui peuvent peut-être nous donner des renseignements à visée pronostique ou stratégique. Peut-être que les femmes qui ont une endométriose à 24 ans avec un certain profil dans l'évaluation salivaire, par exemple, sont plus à risque d'infertilité que les autres. Plus à risque de récurrence, même après une chirurgie bien faite, vont développer un endométriome. Nous, on est en train de travailler, vous allez revenir parce que vous allez tous être collés à l'examen l'année prochaine, et donc on vous présentera un score sur le risque, sur l'interrogatoire, d'avoir un endométriome. Ben, ça sera toujours moins cher qu'un test. Donc moi je ne crois pas, et d'ailleurs ce que disait Descamps, je ne crois pas à ce truc-là, à visée diagnostique. Par contre, peut-être qu'en cancérologie, ça aide beaucoup. Vous faites des profils de miRNA ou de marqueurs ou de machin, et finalement, c'est pas ça qui vous diagnostique le cancer des bronches. Ils ont fait un truc sur le cancer du poumon, où avec un certain profil, ils arrivent à détecter ceux qui vont faire une récidive. Mais c'est pas ça qui vous fait le diagnostic du cancer du poumon. Quand vous pensez que dans ces études qui ont été faites, il y en a qui n'ont pas eu de radio ou qui n'ont pas été opérés. Oh, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de preuve de l'endométrio. Donc, à orientation pour prendre en charge les malades, peut-être. Mais là, il y a du travail à faire. Vous voulez rajouter quelque chose, Pietro ? Je voulais savoir si est-ce qu'on a on a une preuve scientifique qui nous fait, qui confirme que l'adénomiose localisée est d'origine externe, en fait. Alors ça c'est une très très bonne question. C'est-à-dire que donc on avait proposé cette classification parce que donc d'abord les images sont parlantes, hein, donc on voit très bien qu'il y a ce nodule dans le rectum et dans la face postérieure de l'utérus. Il y a le nodule d'endométriose dans la vessie et le nodule dans la face antérieure comment ça s'appelle de l'utérus. Que c'est pas les mêmes patientes en clinique, on a dû vous l'expliquer, les histoires de la douleur, de l'hémorragie, etc. Et donc il y a Louis Marcelin qui vous fera sûrement donc des topos, qui a travaillé donc en Chine là-dessus, et donc la caractérisation donc des cellules, c'est pas fini, le travail n'est pas terminé, mais il y a une grande similarité entre ces cellules qui pénètrent dans la face postérieure donc de l'utérus et dans la paroi antérieure donc de l'intestin. Et donc c'est assez logique parce que la femme elle est debout, elle a ses règles, le sang tombe dans le cul-de-sac de Douglas. Je vois pas pourquoi si ça pénètre dans l'utérus ou dans le vagin, ça pénétrerait pas dans le comment ça s'appelle dans l'intestin. Donc moi je pense que on en était ensemble à Lille, là on est rentré ensemble dans le train. C'est un travail qu'on va finir il va finir cette année avec l'équipe de Monsieur Guo en Chine qui est un des plus grands scientifique, c'est pas un clinicien, sur l'endométriose, et Louis a passé 1 an dans son laboratoire, et donc le travail sera fini cette année. Je voudrais savoir ce que vous faites chez une dame qui est sous traitement médical, mais fait une thrombophlébite, donc qui, avec une embolie pulmonaire, nous avons eu un cas comme ça. Qu'est-ce que vous faites pour la suite ? Là, on va prendre en charge
son problème cardiovasculaire. Et puis après, c'est d'où l'intérêt de travailler avec des gens qui connaissent les traitements médicaux correctement. Et il y a des médicaments qu'on peut donner dans dans ces indications. Tout n'est pas contre-indiqué parce que vous avez fait donc une phlébite. Et puis sinon, ben là, effectivement, ça sera, si c'est vraiment contre-indiqué, ben vous ferez une chirurgie et puis sans traitement médical après. Donc c'est des cas, oui, embêtants. Oui. Dis-moi en fait, est-ce qu'il y a une place encore pour l'endométriectomie ou pas? Bon, bah, l'endométriectomie, à mon avis, il n'y a pas de place chez les femmes qui veulent un bébé. Hein. Et l'endométriectomie, elle va être efficace sur l'importance des hémorragies. Or, plein de papiers ont démontré que quand la résection endométriale par voie hystéroscopique n'était pas efficace, c'est qu'il y avait de l'adénomiose. Donc, avant de faire une endométriectomie, regardez s'il y a de l'adénomiose à l'échographie ou à l'IRM. Et il y a un médecin à ma connaissance, il y a un papier à ma connaissance dans la littérature, c'est un Italien, c'est Carlo Buletti, qui avait proposé de faire une endométriectomie chez les femmes qui voulaient plus d'enfants, qui voulaient pas de traitement donc hormonal pour diminuer la menstruation et la régurgitation. Mais bon, il a fait quelques patients, enfin c'était plus une hypothèse, ça n'a pas été démontré. Mais intellectuellement, ça se tient, mais c'est une niche. Carlo Buletti. Hein. Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur, les 5 items du score de Cochin pour l'interrogatoire? Il est publié. Hein. Vous les trouvez facilement sur Internet si c'est intéressant. Non, bon, on les avait vus tout à l'heure. C'est l'antécédent familial d'endométriose, c'est la stérilité primaire, c'est le BMI inférieur à 22, c'est les cycles courts et c'est la dysménorrhée supérieure ou égale à 6. Je vous le remets là. Oui. Il faut avoir Ah, ben votre voilà, diaporama, je viens monsieur. de les répéter là. Oui. Et quelle place pour la chirurgie en cas d'échec de FIV? Ah, le don d'ovocytes. Il y a très peu de papiers qui ont été faits là-dessus. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 papiers dans la littérature qui se sont intéressés à ça. Et non, mais c'est pas une blague. Ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir 2 options. Échec de FIV, il y a donc 3 équipes qui ont décidé de refaire de la chirurgie et qui ont obtenu des grossesses. Par contre, il faut lire les papiers correctement. Je crois que c'est 80% des grossesses sont obtenues en PMA. D'accord? Donc, on dit qu'il n'y a pas besoin de faire de chirurgie avant la PMA. Alors là, on ne comprend pas forcément très très bien, parce que c'est quand même les mêmes ovocytes qu'avant, quand on avait fait la MP. C'est 3 études, il n'y a pas énormément de cas dans chaque étude, etc. Et puis l'autre option, mais qui est complètement différente quant à la stratégie, puis même l'éthique, etc., c'est de se dire, bon, ben, si ça n'a pas marché avec, comment ça s'appelle, des FIV classiques, se dire qu'il y a un problème de qualité donc ovocytaire chez ces patientes qui ont une endométriose, de leur proposer le don d'ovocytes. Et donc là, nous, on est en train d'étudier donc nos résultats de cette stratégie-là, et on a de très très bons résultats en faisant la 3e FIV avec un don d'ovocytes. Mais on peut comprendre aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas prêts à faire un don d'ovocytes. Voilà. Et donc les deux stratégies, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est si vous les réopérez, les grossesses sont obtenues, c'est comme la chirurgie de l'adénomiose, elles sont obtenues à 90% avec une nouvelle FIV. Une vraie question sur une vraie question qui est de savoir pourquoi il y a un échec, en fait. Est-ce qu'il ne s'accroche pas parce que c'est un problème d'embryon ou est-ce qu'il ne s'accroche pas parce que c'est un problème d'environnement? C'est ça l'effort qu'il faut faire d'un point de vue de démarche diagnostique. Parce que si ça ne s'accroche pas parce qu'on a 44 ans, on comprend pourquoi ça ne marche pas, en fait. Ah oui. Ouais. Et pareil, mais tout ça, c'est dans le panel des échecs de FIV. Et il n'y a aucune définition consensuelle de l'échec de FIV. Est-ce que c'est un cycle de FIV où on a fait 10 transferts d'embryons, ou est-ce que c'est 3 FIV de lesquels on a fait 2 transferts d'embryons? C'est pas du tout pareil. Non, ça c'est pas pareil. Eh oui. Donc il faut le raisonnement, c'est de se poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que ça n'a pas marché parce qu'il y a un hydrosalpinx? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'adénomiose? Est-ce que c'est parce que la qualité embryonnaire n'était pas bonne? Et du coup, le traitement n'est pas du tout pareil. Mais ça, en tant que grand spécialiste de la fertilité,
avec la deuxième semaine, vous allez arriver à le faire sans difficulté. Donc il y a quelqu'un qui veut toujours savoir si après 2 échecs de FIV, on les opère. Ben, on vient de répondre. Il y en a qui aiment bien ce... Non, mais on a déjà répondu à la question. On va pas Ouais. le répéter. C'est C'est peut-être plusieurs bon. personnes qui posent la même question. Perroquet. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on Après, on propose va- Je sais pas. Qu'est-ce qu'on propose aux femmes qui refusent le traitement hormonal? Non, mais en ce moment, non, mais il y a plein de mouvements sociaux qui vont dans ce sens-là. Ben, à ce moment-là, si elles ne sont pas soulagées par les antalgiques, qu'elles ne veulent pas le traitement hormonal, ben, il faudra sérieusement discuter avec elles de la chirurgie. Après, souvent, il y a tous les Après, histoires des thérapies. Voilà, il y a plein d'autres thérapies Ah, qu'on il y a- peut oui, il y a tout- proposer. Oui. Faire attention, voilà, avoir la kiné, la nutrition, Acupuncture, l'acupuncture, de l'hypnose. Voilà, Ostéo. après, Diète. non, il n'y a pas d'évidence, mais si ça peut améliorer leur qualité de vie, c'est toujours bon à prendre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Si c'est des patients qui croient à tout ça, bah, elles vont adhérer à ça et ça va les soulager. C'est aussi il y a une part psychologique dans la douleur, donc. Effectivement, comme dit M. Chaperon, si ça ne marche pas et qu'elles sont toujours douloureuses, on peut pas... Non, mais c'est vrai, non, C'est- il y a toutes ces médecines entre guillemets alternatives, il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Moi, il y a des tas de femmes qui font de l'ostéo, qui sont contentes, des régimes antioxydants. Et puis il y a aussi peut-être une part de conviction de la patiente, elle se prend en main. Ça... Non, moi je crois que c'est important. Oui. Mais quand rien ne marche, la chirurgie reste le traitement très efficace. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Non, c'est moi. Monsieur Chaperon. Et à demain matin à 8h30 alors. Donc, juste pour ceux qui font les ateliers demain après-midi, vous avez dû recevoir un mail pour vous dire dans quel groupe vous êtes. Il y a 3 groupes, il y aura un roulement. Voilà. Vous allez recevoir ça sur vos mails quand vous capterez du réseau.